Nous sommes le 2 mai 2011 et une opération secrète des États-Unis est sur le point de débuter. La mission ? Capturer ou neutraliser Oussama Ben Laden, l'homme le plus recherché du monde. 23 Navy Seals embarquent à bord de 2 hélicoptères Black Hawk furtifs et se dirigent vers son complexe à Abbottabad, au Pakistan. Il est bien après minuit, offrant à l'équipe l'avantage de la surprise. Ils progressent méthodiquement, étage par étage. Au 3e étage, ils rencontrent enfin Ben Laden et sa famille. Les instructions sont claires. Capturer Ben Laden si possible, avec autorisation d'utiliser la force létale en cas de nécessité. Refusant toute reddition, Oussama Ben Laden est abattu, mettant fin à une chasse à l'homme qui a duré 10 ans. أصابه الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها. Fin 2001, une cassette vidéo fait surface, montrant Oussama Ben Laden s'entretenant avec ses complices en Afghanistan et admettant sa participation aux attentats du 11 septembre. Cette révélation pousse les États-Unis à augmenter la prime sur sa tête, passant de 5 millions à 25 millions de dollars pour toute information permettant de le localiser. Si ces attentats ont intensifié la traque, les Américains poursuivaient en réalité Ben Laden depuis 1998, soit plus d'une dizaine d'années avant le raid de 2011. La traque de Ben Laden commence immédiatement après les attentats du 11 septembre. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. L'une des premières unités américaines déployées sur le terrain en Afghanistan était une équipe paramilitaire clandestine de la CIA, surnommée les Jawbreakers. Elle s'allie à l'Alliance du Nord pour collecter des informations, posant ainsi les bases essentielles de la future campagne militaire américaine contre Al-Qaïda et les talibans. Malgré l'urgence renforcée, la traque restait loin d'être simple. Presque toutes les pistes inscrites sur la liste de la CIA s'étaient refroidies. Pourtant, seulement 2 mois après les attentats du 11 septembre, les États-Unis se rapprochent plus que jamais de la capture de Ben Laden. Une radio à courte portée retrouvée à la fin de l'invasion américaine de l'Afghanistan en 2001 fournit un indice sur la cachette de certains combattants hostiles. Les communications interceptées semblaient provenir d'Oussama Ben Laden lui-même, ce qui indiquait qu'il se trouvait quelque part dans les montagnes avoisinantes. Lorsqu'il fut localisé, Ben Laden n'était pas seul. Il était accompagné de combattants armés. Les Américains étaient en infériorité numérique et décidèrent de ne pas engager le combat. Un soutien aérien fut appelé pour tenter de le déloger, mais lorsque la fumée se dissipa, Ben Laden avait déjà pris la fuite par des passages de montagne non surveillés. Seule une vingtaine de combattants furent capturés, laissant la CIA les mains vides et ayant manqué l'occasion de neutraliser le chef du groupe extrémiste. Tout espoir n'était pas perdu. Bien qu'Oussama Ben Laden restât introuvable, la chasse se poursuivait. La CIA changea de stratégie, collectant des informations non seulement sur Ben Laden lui-même, mais aussi sur ceux qui pourraient travailler en étroite collaboration avec lui. Même si les premières tentatives pour le capturer avaient échoué, des progrès étaient tout de même réalisés. En fouillant les planques du réseau Tora Bora, les Américains mirent au jour plusieurs cassettes vidéo montrant Ben Laden. Dans beaucoup de ces enregistrements, un homme nommé Mukhtar était fréquemment mentionné. Ces renseignements venaient s'ajouter à ce que la CIA savait déjà sur l'entourage proche de Ben Laden. À la tête se trouvait Ayman al-Zawahiri, son adjoint et conseiller le plus proche. Venaient ensuite 4 figures clés, dont Abu Zubaydah, considéré comme l'officier logistique de Ben Laden, et ce mystérieux individu connu sous le nom de Mukhtar. Lors d'une opération à Faisalabad, au Pakistan en 2002, qui aboutit à l'arrestation d'Abu Zubaydah, la CIA fit une percée cruciale dans sa tentative de découvrir le prochain grand coup du groupe. Au cours de l'interrogatoire, les agents découvrirent enfin la véritable identité de l'homme mystérieux surnommé Mukhtar. Il s'agissait de Khalid Sheikh Mohammed, un homme figurant depuis des années sur la liste des personnes les plus recherchées de la CIA. Khalid Sheikh Mohammed avait été l'un des plus proches complices de Ben Laden pendant des années. En réalité, il était le cerveau des attentats du 11 septembre. Son obsession pour les tours jumelles remontait à 1993, lorsqu'il avait participé à l'organisation de l'attentat contre le World Trade Center. Après avoir échoué à les faire tomber, il s'était déplacé en Afghanistan et avait de nouveau présenté l'idée à Ben Laden.
cette fois à une échelle beaucoup plus grande. Après s'être caché à la suite des attentats du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohammed fut arrêté le 1er mars 2003 lors d'une opération menée à son domicile à Rawalpindi, au Pakistan. Son arrestation rapprocha la CIA d'une meilleure compréhension du réseau de Ben Laden et permit de tenter d'anticiper ses prochains mouvements. Dans les années qui suivirent, une série d'attaques frappa le monde occidental, chacune revendiquée par Al-Qaïda. Au moment de son arrestation, Khalid Sheikh Mohammed supervisait les opérations mondiales du groupe extrémiste. Cependant, il ne révéla jamais la localisation de Ben Laden. Par conséquent, la CIA utilisa des méthodes d'interrogatoire controversées pour recueillir des renseignements, des pratiques largement débattues et critiquées par la suite. I want the American people to understand that we have a clear and focused goal: to disrupt, dismantle, and defeat Al-Qaïda. Lorsque Barack Obama a pris ses fonctions, la recherche de Ben Laden s'intensifia, avec une cellule spéciale de la CIA entièrement dédiée à le traquer. À peu près au même moment, une piste prometteuse émergea en Jordanie. En janvier 2009, les autorités jordaniennes arrêtèrent un médecin nommé Oumam al-Balawi, accusé de promouvoir l'idéologie djihadiste. Il se présenta comme un membre des Moudjahidines, des combattants islamistes se considérant en guerre sainte pour la défense de l'islam. En décembre 2009, craignant l'emprisonnement, al-Balawi accepta de fournir des renseignements sur Al-Qaïda lors d'une rencontre programmée à Khost, en Afghanistan. Al-Balawi avait déjà été aperçu en compagnie d'Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 du groupe, ce qui rendait ces informations particulièrement précieuses. Al-Balawi fut invité au camp Chapman. Cependant, aucun contrôle de sécurité n'avait été effectué. En entrant sur la base, plusieurs responsables de la CIA vinrent à sa rencontre. Lorsqu'ils s'approchèrent, on le vit main cachée dans sa robe. Quelques instants plus tard, une puissante explosion se produisit. Al-Balawi avait déclenché des explosifs dissimulés sous ses vêtements. L'explosion tua Al-Balawi et 9 autres personnes, dont 7 agents de la CIA et 2 contractuels. À la suite de cette attaque, la CIA intensifia rapidement ses efforts pour localiser Ben Laden. L'agence commença à cartographier les relations, suivant qui était en contact avec lui et comment il réussissait à communiquer depuis sa cachette. À ce stade, Ben Laden évitait toute technologie numérique, ne laissant qu'un seul moyen envoyer ses messages et vidéos aux médias, par l'intermédiaire de messagers de confiance. La stratégie de la CIA consistait donc à suivre l'un des messagers de Ben Laden. Cela les ramena à une piste découverte pour la première fois en 2004, lorsqu'un opérateur d'Al-Qaïda détenu, nommé Hassan Ghoul, mentionna un homme supposé servir d'intermédiaire entre Osama Ben Laden et Khalid Sheikh Mohammed, un messager connu sous le nom d'Abu Ahmed al-Kuwaiti. Mais les enquêteurs se heurtèrent à des versions contradictoires sur son importance au sein d'Al-Qaïda. Hassan Ghoul décrivit al-Kuwaiti comme très fiable et étroitement lié à Khalid Sheikh Mohammed et à Ben Laden. En revanche, lors de son interrogatoire, Khalid Sheikh Mohammed minimisa l'importance d'al-Kuwaiti, affirmant qu'il était à la retraite et n'était plus actif. De retour dans sa cellule, Mohammed fut entendu avertissant d'autres détenus de ne révéler aucune information sur le messager. Conscient que son identité et sa localisation pourraient conduire la CIA directement à la cachette de Ben Laden. Ce n'est que durant l'été 2010, lorsque la CIA traqua le téléphone du messager à Peshawar, au Pakistan, que l'enquête connut une avancée majeure. Les analystes surveillèrent méticuleusement ses déplacements, suivant chaque maison sûre qu'il visitait et chaque appel qu'il passait. Des mois de surveillance minutieuse les conduisirent finalement à un complexe entouré de murs à Abbottabad, bien plus vaste que tout autre dans le quartier. Pour la première fois, la CIA disposait d'un emplacement pouvant révéler où Ben Laden se cachait. En recueillant des informations, l'agence apprit que le complexe avait été acheté par Abu Ahmed lui-même en 2005, sans source de revenus apparente. Le complexe était entouré de murs mesurant 3,5 à 5,5 mètres de haut, surmontés de barbelés. À l'étage supérieur, un balcon était doté de murs de protection empêchant toute vue sur les montagnes environnantes, un détail extrêmement inhabituel qui alerta immédiatement les enquêteurs. Il devint rapidement évident qu'une personne de très grande importance vivait sur place, quelqu'un déterminé à rester invisible. Une fois le complexe identifié, la CIA mit en place une surveillance permanente au début de l'année 2011,
afin de recueillir des renseignements sur tout ce qui s'y déroulait, à l'intérieur comme à l'extérieur. Plusieurs méthodes furent tentées. L'analyse des déchets, qui étaient systématiquement brûlés au lieu d'être collectés, ainsi que le recrutement d'un médecin pakistanais chargé de mener une fausse campagne de vaccination contre l'hépatite B pour accéder au complexe et recueillir de l'ADN. Mais l'entrée lui fut refusée. Après plusieurs semaines d'observations minutieuses, les analystes découvrirent que 3 familles vivaient dans le complexe. Abu Ahmed Al-Kuwaiti et son frère, ainsi qu'une 3e famille qui ne quittait jamais les lieux. Ils remarquèrent que les enfants ne fréquentaient jamais l'école, un détail qui attira l'attention sur le caractère inhabituel du foyer. Au fil du temps, un homme d'âge moyen fut régulièrement aperçu en train de marcher dans le jardin. Les analystes le surnommèrent le promeneur. En utilisant les mesures fournies par son ombre, ils estimèrent sa taille. 1,93 m, correspondant à celle d'Oussama Ben Laden. Des tentatives furent faites pour obtenir une image nette de son visage, mais les hauts murs et les dispositifs de dissimulation du complexe rendaient cela quasiment impossible. Les rares images disponibles furent ensuite comparées à d'anciennes vidéos de Ben Laden en train de marcher, afin d'identifier des similitudes dans sa démarche. Bien que les analyses soient encourageantes, elles ne permirent pas d'établir une identification définitive. Sans la moindre preuve directe confirmant la présence de Ben Laden dans le complexe, la planification d'un éventuel raid débuta en mars 2011. L'amiral William McRaven, vétéran des opérations de libération d'otages et de lutte antiterroriste, fut chargé de concevoir la mission baptisée Opération Neptune Spear. Pour la mener à bien, il rassembla les hommes les plus qualifiés pour cette opération. Le Naval Special Warfare Development Group, plus connu sous le nom de SEAL Team 6. La CIA construisit une réplique grandeur nature du complexe dans le Nevada, aux États-Unis, afin que l'équipe puisse s'entraîner et se familiariser avec sa configuration. Tout au long du mois d'avril, les opérateurs répétèrent l'assaut à de nombreuses reprises, s'exerçant aux descentes en corde lisse depuis les hélicoptères jusqu'au toit. Chaque nuit, la structure était démontée, afin d'empêcher les satellites ennemis de recueillir des renseignements. Le raid fut programmé pour l'une des 2 nuits sans clair de lune au début du mois de mai, un moment où l'obscurité jouerait en faveur des opérations. Bien que l'équipe fût parfaitement préparée, d'importants obstacles subsistaient, et des plans de secours durent être élaborés. Entre Jalalabad et Abbottabad s'étendaient près de 250 km d'incertitude. La proximité du complexe avec une base militaire pakistanaise constituait une difficulté supplémentaire. Les planificateurs américains ne pouvaient pas anticiper la réaction du Pakistan. Incertains du camp que ce dernier pourrait choisir, les États-Unis décidèrent de ne pas l'informer. La mission reposa donc sur l'utilisation d'hélicoptères Black Hawk spécialement modifiés, à faible détectabilité, capables de pénétrer l'espace aérien pakistanais et d'en ressortir sans être repérés. Le 2 mai 2011 à 23h, une équipe de 23 membres des SEALs décolla de Jalalabad en direction du complexe. 30 minutes après le début du vol, un silence pesant envahit la cabine lorsque les 2 Black Hawk franchirent la frontière et pénétrèrent dans l'espace aérien pakistanais. Chaque seconde comptait. Si la base militaire pakistanaise, située à seulement quelques minutes, détectait ces hélicoptères non identifiés, un affrontement serait presque inévitable. Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, un flux vidéo en direct de l'opération était retransmis. Le président et plusieurs membres clés de son cabinet suivaient chaque instant de la mission, le visage tendu, conscients que tout pouvait basculer à tout moment. Alors que les hélicoptères approchaient du complexe, le plan prévoyait que les SEALs descendent en rappel dans la cour avant et sur le toit. Alors qu'ils stationnaient au-dessus de la cour avant, un hélicoptère nommé Blade 2 perdit soudainement de la portance et s'écrasa à l'intérieur du complexe. Le souffle du rotor heurta les murs solides, créant un puissant vortex inattendu. Un phénomène que les pilotes n'avaient pas anticipé, car la maquette utilisée lors des entraînements comportait une clôture laissant passer le vent. Craignant un incident similaire, les pilotes de Blade 1, chargés de rester en vol stationnaire au-dessus du toit, pour l'insertion en rappel après avoir déposé l'interprète et Kero, le chien de l'équipe, décidèrent finalement d'atterrir à l'extérieur du complexe. Heureusement, aucun membre de l'équipage de l'hélicoptère accidenté ne fut blessé, et les SEALs se regroupèrent rapidement avant de se diriger vers le bâtiment principal. L'agitation attira plusieurs habitants autour du complexe, mais il fut rapidement écarté par l'interprète, à qui l'on expliqua qu'il s'agissait d'un exercice pakistanais. Pendant ce temps, l'équipe de Blade 1 chercha un point d'entrée.
elle repéra une porte située à gauche de l'entrée principale et plaça une charge de C4 sur ses gonds. L'explosion fit voler en éclats la porte, pour révéler un mur de béton massif derrière. N'ayant aucun passage possible, l'équipe se reporta vers l'entrée du carport, dont l'ouverture et la fermeture avaient été observées auparavant sur les images de surveillance du complexe. Pendant que le groupe progressait à l'intérieur du complexe, l'interprète et Kero, un Malinois belge de 9 ans, restaient près de l'entrée du carport. La mission de Kero était de garder la zone au cas où quelqu'un tenterait de s'échapper par l'entrée principale. Une fois à l'intérieur, certains SEALs se dirigèrent vers le bâtiment principal, tandis que d'autres se rapprochèrent de la maison d'invités, située juste en face. Par la fenêtre de cette maison, un groupe aperçut Abou Ahmed, armé d'une AK-47. Il fut rapidement neutralisé, ainsi que son épouse, qui s'était interposée. Pendant ce temps, un autre messager fut éliminé au premier étage du bâtiment principal, alors que les SEALs forçaient la porte. Après avoir sécurisé le premier étage, les SEALs montèrent à l'étage supérieur, où ils rencontrèrent le fils d'Oussama Ben Laden, Khalid Ben Laden, caché derrière une rampe. L'un des SEALs lui murmura calmement en ourdou et en arabe « Viens ici, viens ici ». Confus, Khalid se montra, offrant aux SEALs une occasion de tir clair. Les SEALs sécurisèrent méthodiquement le deuxième étage, s'assurant qu'aucune menace ne subsistait. Pendant ce temps, 2 SEALs montèrent au troisième étage, où l'on croyait que Ben Laden se cachait. Au sommet de l'escalier, ils tombèrent sur un rideau. Derrière celui-ci, les silhouettes de 2 femmes traversant la pièce d'un côté à l'autre. Craignant qu'il ne s'agisse de kamikazes, un SEAL les plaqua rapidement au sol, tandis que l'autre avançait vers la chambre principale. Dans la chambre principale, un homme grand et mince se dissimulait derrière une femme. Le SEAL restant engagea la cible. Après des années de traque, ils avaient enfin trouvé Oussama Ben Laden. L'amiral McRaven attendait anxieusement des nouvelles de l'opération Jalalabad. Quelques minutes plus tard, il reçut un appel de l'unité confirmant que Ben Laden avait été neutralisé. Le groupe suivant le flux en direct à la Maison-Blanche reçut également la nouvelle. Il n'y eut aucune acclamation, ni applaudissement, ni démonstration d'émotion. Seulement un silence pesant. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Bien que la cible ait été neutralisée, la mission était loin d'être terminée. Les SEALs devaient récupérer chaque fragment de renseignement possible et préparer le corps de Ben Laden pour son transport. Un hélicoptère de secours fut dépêché pour le retour à la base, mais avant le décollage, l'hélicoptère accidenté fut équipé d'explosifs et détruit afin de s'assurer qu'aucun matériel sensible ne soit laissé derrière. Alors que les 2 hélicoptères reprenaient la route vers l'Afghanistan, des chasseurs F-15 pakistanais furent dépêchés pour tenter de les intercepter. Plus d'1 heure après avoir quitté le complexe, ils franchirent enfin la frontière et atterrirent en toute sécurité à Jalalabad, accomplissant avec succès la mission. Alors que beaucoup célébraient le succès de la mission, d'autres étaient confrontés à la difficile question de savoir quoi faire du corps de Ben Laden. Après avoir été préparés et nettoyés, il fut décidé que ses restes seraient transférés sur le porte-avions USS Carl Vinson, où il fut inhumé en mer conformément au rite traditionnel islamique. Selon les responsables américains, cette décision fut prise parce qu'aucun pays n'était disposé à accueillir son corps, et afin d'éviter que son lieu d'enterrement ne devienne un sanctuaire. Pendant les 13 années où Ben Laden figurait sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI, les États-Unis ont dépensé plus d'1 trillion de dollars dans des opérations, qui ont finalement conduit au raid de 2011. Ce qui amène beaucoup à penser que ces actions continuent d'influencer le monde aujourd'hui, même s'il n'est plus là. Si vous êtes curieux de connaître quelqu'un qui a passé encore plus de temps sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI et qui n'a pas encore été retrouvé, regardez cette vidéo sur D.B. Cooper, où nous explorons les possibilités qu'il soit toujours quelque part. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.